Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous, bonsoir. Quelques mots très rapidement d'introduction pour résumer le thème de notre débat que vous connaissez bien sûr et vous remercier par avance d'y contribuer. Comment concilier vision stratégique et gestion du temps? Je crois que par les temps qui courent, c'est une question qui est d'autant plus cruciale. Nous l'avons constaté à la faveur évidemment de la crise sanitaire, puis aujourd'hui de la crise de la guerre à l'est de l'Europe. Nous sommes exposés et nous avons l'impression que tous, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, il y a une sorte de tyrannie du temps, ou de la vitesse, ou de la précipitation. J'aimerais que nous discutions de ces thèmes, en l'occurrence, avec nos participants. En l'occurrence, alors je commence par vous, Madame la Présidente, Christine Néo-Le-Duc, qui est présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À ma droite, Marie Imblot, vous êtes directrice, pas directeur, n'est-ce pas, associée au BCG, Boston Consulting Group.
Et puis, à ma gauche, à votre droite en l'occurrence, Pierre Sellal, qui est le président de la Fondation de France. Pierre Sellal, qui a une très longue expérience de la diplomatie internationale. Et le président Jean-Claude Seyss, qui est aujourd'hui président, lui, de l'Institut Diderot, et qui a une non moins longue expérience du monde des affaires. Alors, il y a des tas de questions qui nous ont été adressées par le panel. Une fois de plus, vous aurez le loisir tout à l'heure de revenir sur ces différentes questions. Il a fallu de toute façon en extraire une ou deux, en l'occurrence pour essayer de lancer ce débat, puisque la première question s'adresse à vous quatre. Elle concerne, je la lis parce que je ne voudrais pas me tromper dans l'expression, une vision stratégique qui oriente l'action d'une entreprise ou d'une institution, pour vous, madame, suppose une réflexion de fond s'inscrivant dans le temps long. Alors, comment et pourquoi prendre ce temps? Pourquoi est-ce tout sauf du temps perdu? Et le corollaire à cette question que je trouve particulièrement intéressante est celle-ci: le temps a-t-il un prix? Qui se lance? Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, en fait, de façon très pratique, cette question a rebondi à l'université depuis, je crois, 3, 4, 5 mois. Je ne croise pas un seul enseignant-chercheur qui me dise « j'ai besoin de temps, donne-moi du temps ». Et en fait, je pense que la pandémie a été un accélérateur de ce phénomène, c'est-à-dire particulièrement, alors bien entendu c'est dans le cadre de l'université, ce n'est pas une réponse universelle, mais nos collègues ont besoin de pouvoir se consacrer à certains types d'actions. Et le temps est une richesse, a sans doute un prix, mais c'est une richesse. C'est une richesse par les actions, les types d'actions que chacune d'entre nous peut développer. Et en fait, à l'université, nous avons des missions de service public, vous le savez, et certaines, notamment avec la pandémie, ont débordé le cadre naturel, ont empiété sur la vie privée, notamment l'enseignement. Et parce que ce temps-là d'accompagnement des étudiants a été un temps plein, plus que plein, et a laissé l'autre temps qui, pour nos collègues, est fantastique, c'est le temps de la recherche. Nous avons ces deux missions de service public, et les collègues se trouvent complètement débordés par l'enseignement et voudraient consacrer plus de temps à la recherche. Donc en fait, leur idée, quand ils me disent « donne-moi du temps », cette richesse qu'est le temps, ce n'est pas plus de temps, mais c'est une répartition des missions, une autre répartition des actions, des missions qu'ils vont pouvoir développer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, bien entendu, accompagner les étudiants, c'est une mission fondamentale. Mais ce temps-là est parti. Et je crois qu'en fait, la richesse, le prix du temps, ce n'est que ce qu'on en fait et les types d'actions que l'on développe. Et de surcroît, à l'université, ce temps, c'est un temps au service de la collectivité, au sens très large de la société. Nous devons former les étudiants, leur apprendre à aussi utiliser le temps, savoir ce qu'ils voudront faire de leur temps, bien entendu professionnel, pas de leur temps privé, mais du temps professionnel. Le temps de l'éducation et de la formation. Exactement. Et ça, je pense que c'est un des points les plus passionnants, c'est-à-dire savoir gérer notre temps pour apprendre aux étudiants et leur permettre d'avoir les clés de ce qu'ils voudront faire pendant leur temps, le temps qu'ils consacreront, et savoir aussi leur donner, alors on y reviendra plus tard, mais des temps perdus peut-être. On peut se poser cette question-là, est-ce qu'on perd du temps? Est-ce que le temps a un coût, je crois, mais est-ce qu'on peut aussi perdre du temps? Mais avez-vous du temps, madame, à leur donner? Oh, je crois, oui. 24 heures sur 24 en ce moment, je crois, pour l'organisation de l'université. Non, mais on a du temps à leur consacrer, on a du temps à donner peut-être d'autres manières, peut-être ça aussi. C'est une question, est-ce qu'on doit revoir les missions de l'université pour voir d'autres types d'actions? Parce que là, je parle du temps enseignement et recherche, c'est un peu caricatural. Il y a la vie étudiante, c'est leur permettre aussi de développer d'autres compétences, d'autres champs artistiques, d'action vers l'ONG, s'investir dans des associations, du temps pour la musique, on a aussi pour les chœurs, pour développer d'autres compétences et pas que de la connaissance non plus. Et tout ça suppose une organisation derrière, bien entendu, qui elle est comptable du temps, bien entendu. Oui, je vous remercie, madame. Je m'adresse... Ah oui, vous voulez répondre déjà Non, pas... Non, ça devrait marcher. Ça devrait marcher.
Oui, je ne veux pas répondre particulièrement, mais je pense qu'il y a deux notions. Ou bien on est au niveau stratégique, ou bien on n'est pas au niveau stratégique. Établir une stratégie, la notion de temps pour l'établissement de la stratégie n'a pas une importance considérable. En général, les stratégies, ça s'élabore en peu de temps. Ce dont parle ma collègue ici, présente, c'est l'exécution de la stratégie. Et l'exécution de la stratégie, qu'est-ce que la stratégie? Si on en donne une définition un peu académique, c'est déterminer des objectifs et ensuite déterminer les moyens et les actions qui vont permettre de la réaliser. Il faut mettre ça en cohérence aussi. Il faut mettre ça en cohérence, c'est l'objectif de la stratégie, et ce n'est pas l'établissement de la stratégie qui prend du temps, c'est son exécution. Tout est dans l'action, et l'action, c'est le temps, c'est le développement des moyens à travers le temps. Ça, c'est une première observation que je voulais faire. La deuxième, c'est que la stratégie, quand on donne la définition académique, on a l'impression que l'objectif est une donnée. Non. La première chose dans la stratégie, c'est la détermination de l'objectif. Et de quoi s'aperçoit-on un peu si on réfléchit? C'est que ce qui est un objectif à un certain niveau n'est en fait qu'un moyen à un niveau supérieur et plus large. Une entreprise veut vendre de la lessive, d'accord, mais au-dessus de ça, il y a un objectif, c'est gagner de l'argent. Et au-dessus de ça, il y a encore d'autres objectifs. Donc, on est, quand on définit une stratégie, dans une sorte de jeu de gigogne, de structure gigogne, où l'objectif d'un certain niveau doit être appliqué à travers des actions, et chacune de ces actions doit elle-même faire l'objet d'une stratégie. C'est toute la petite remarque que je voulais faire. Petite, bon. Alors, je vais poser la même question, alors, pour le coup, à Marie Humblot-Ferrero, parce que vous, votre métier, c'est précisément de conseiller les entreprises, de les accompagner, et d'élaborer, d'échafauder quelque chose. Je sais pas, je prends un exemple tout bête. Si demain matin, je vous dis, écoutez, je dois construire des centrales nucléaires, il faut à peu près 10 ans entre le moment où on décide et au moment du raccordement au réseau. Ça, c'est du long terme. C'est du très long terme. Comment est-ce qu'on gère une situation comme celle-ci, sachant qu'il y a tous les facteurs, tous les critères que vous connaissez mieux que moi, les critères sociaux, bien entendu, les critères juridiques, administratifs et financiers, parce qu'il faut financer. Oui, alors déjà, il y a la prise de décision. Et vous avez dit, entre le moment où on prend la décision et le moment où finalement la centrale est construite, ou bien une usine, ou bien un produit est lancé, il y a un certain temps qui se passe. Mais déjà, pour cette prise de décision, parfois, il faut aussi beaucoup de temps. Parce qu'il y a besoin de jauger un certain nombre de choses, il y a besoin de discuter un certain nombre de choses avant de se lancer. Je voudrais juste revenir sur la question de est-ce que le temps a un prix? Parce que ça m'a assez interpellée et ça m'a ramené, assez longtemps en arrière, je ne vais pas vous dire mon âge, mais ça m'a ramené au lycée, donc j'étais assez jeune, et j'avais une notion du temps qui était inépuisable. J'avais l'impression que ce temps-là allait durer une éternité. Et je me souviens que ma prof de philo m'avait fait plancher sur quel est le sens de la mort et est-ce que la mort donne un sens à l'existence. Et elle voulait justement me confronter à la relation au temps que j'avais à l'époque. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça m'a fait prendre conscience qu'en effet, le fait d'avoir un temps fini fait qu'on utilise le temps que l'on a de manière différente. Et le temps, on peut laisser du temps au temps, parce que certaines décisions, et dans mon métier, je suis confrontée à justement les doutes d'un certain nombre de décideurs. C'est pas facile de prendre un certain nombre de décisions quand on voit la volatilité actuelle, les crises qui se multiplient, les demandes contradictoires entre des talents qui veulent un certain nombre de choses, les consommateurs qui en veulent d'autres, et puis le contexte géopolitique que l'on connaît tous. Donc parfois, il faut donner du temps au temps, mais il faut être dans une planification, dans une anticipation d'un certain nombre d'étapes, dans un cadrage de ces différentes étapes et quelque part essayer de s'y tenir au mieux pour justement prendre le juste temps nécessaire à la prise de décision, à ensuite la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages. Parce que ce qui est impossible, c'est de réaliser la construction d'une centrale nucléaire en 2 ans et demi. Donc, si on a laissé passer trop de temps et que finalement on se retrouve devant une échéance qui, elle, continue de s'approcher, eh bien on n'a plus le temps. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger de l'inaction, finalement. Donc, ça m'a fait penser, effectivement, on peut procrastiner, mais il faut
avoir toujours en tête quand est la prochaine échéance, comment je m'organise pour pouvoir y arriver, et y compris dans les discussions stratégiques, parce que la stratégie, il y a quelques années, je vous aurais dit, on établit des discussions stratégiques sur le long terme, enfin une vision stratégique sur 5 ans, 10 ans, etc. Alors, on peut, mais vu le contexte à nouveau actuel, ça demande une révision, ça demande des discussions, et là aussi, tout ça demande une organisation, une méthode pour pouvoir y répondre. Est-ce que la vision stratégique du monde que vous évoquez, celui que nous vivons actuellement, commande par exemple de rapatrier un maximum d'activités sensibles dans les régions qui sont censées être sous notre contrôle, ou en tout cas qui ne posent pas de problème de dépendance? Alors c'est une très bonne question, et moi je travaille beaucoup pour le secteur pharmaceutique, et donc c'est une question qui s'est posée au moment de la pandémie que personne n'attendait, et on a pu voir les problématiques qu'il y a pu y avoir avec un certain nombre de médicaments, avec un certain nombre, l'accès aux masques, enfin, et ça a posé toute une série de questions, en effet, sur les chaînes d'approvisionnement qui, en pharmacie, s'étaient mondialisées, en fait. Aujourd'hui, 80% des chaînes d'approvisionnement de médicaments sont complètement mondiales, là où c'était l'inverse il y a 15-20 ans. Donc ça pose la question, je ne dirais pas de ramener forcément dans les pays qu'on peut contrôler, parce que est-ce qu'on peut vraiment contrôler les pays, mais en tout cas de raisonner non plus tant au niveau mondial qu'au niveau régional. Et c'est vrai qu'un certain nombre des dirigeants avec qui j'échange se posent la question de est-ce qu'on va rester dans la globalisation actuelle que l'on connaît, ou est-ce qu'on va revenir dans une globalisation qui est plutôt des multinations, enfin des multinationales plutôt que des entreprises internationales. Alors là aussi, ça nous fait revenir probablement dans les années 80-90, où il y avait déjà des multinationales, mais qui n'étaient pas internationales. Et la question se pose notamment sur les chaînes d'approvisionnement, est-ce qu'il faut revenir à des autonomies par région, parce que, effectivement, le contexte géopolitique, mais surtout le contexte sanitaire, qu'on ne maîtrise pas non plus, peut poser un certain nombre de problèmes. Cette question, Président Sellal, elle vous concerne directement, vous qui avez passé une grande partie de votre vie dans le monde, je dirais, de la diplomatie, donc qui connaissez les questions géopolitiques. Est-ce qu'il y a 3 ou 4 ans, donc avant que ne surviennent les événements que nous savons, est-ce que vous auriez été de ceux qui auraient recommandé justement qu'on ait une autre approche du temps et une autre vision stratégique sur les équilibres du monde tels qu'on les concevait, donc, je dirais, grosso modo avant la pandémie? Oui. Est-ce à dire qu'il aurait fallu anticiper chacune des crises que nous avons subies? C'est la question. Oui. Je me garderai d'en juger. Je suis effectivement le diplomate de l'Assemblée, reconnaissable à sa cravate. Et ce qui me frappe en vous écoutant, c'est de réaliser à quel point toute la diplomatie, en définitive, est liée à une dialectique entre la vision stratégique et la gestion du temps. Il y a un exemple très actuel qui illustre ça très très bien. Les discussions de cette semaine, Conseil européen à Bruxelles, sur l'Ukraine. De quoi s'agit-il? De reconnaître, c'est ça le cap stratégique, la vision stratégique, le fait que l'Ukraine, un jour, intégrera l'Union européenne. La raison, le réalisme, auraient obligé à reconnaître que c'est une perspective de moyen-long terme qui mettra 15 ans, 20 ans, 25 ans à se réaliser, à la lumière des expériences que nous avons connues dans ce domaine. Et pour autant, il y avait à gérer le temps, l'immédiateté. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement se sont accordés pour dire qu'il fallait immédiatement reconnaître ce statut de candidat. Tout en sachant que le cap stratégique, c'était du très long terme. C'est pas du court terme, précisément. Et donc, c'est la combinaison entre une vision stratégique et le besoin de gérer dans l'instant le temps. Mais au-delà, on s'est référé tout à l'heure à la décision et le temps qu'il fallait pour prendre la décision. Et dans ce domaine, il est classique de brocarder la lenteur du temps diplomatique, la lenteur de la négociation.
et en particulier les négociations européennes que j'ai, comme vous l'avez rappelé, beaucoup pratiquées comme ambassadeur. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le propre de la décision diplomatique, et en particulier la décision européenne, c'est qu'elle ne relève pas d'un acte d'autorité. L'autorité peut permettre l'instantanéité de la décision. Le propre de la diplomatie, et surtout de la négociation européenne, je viens d'utiliser le mot, c'est qu'elle relève d'une négociation. Dans une négociation, vous n'imposez pas. Dans une négociation, vous devez persuader, convaincre, et lorsque vous défendez une position propre, convaincre que vous avez de meilleurs arguments que l'autre. Et ce qui est intéressant dans une négociation, surtout lorsque vous la dirigez, ça m'est arrivé lorsque la France exerçait la présidence et où je présidais les comités des ambassadeurs, c'est de vous rendre compte à quel point la gestion du temps est essentielle à l'obtention de la décision. Lorsque vous avez une proposition sur la table, il faut le temps d'abord de l'explication, le temps de l'appropriation par chaque délégation, chaque gouvernement de ce qu'elle signifie. Ensuite, l'expérience montre qu'il est très important de laisser un temps de décantation et d'écoute. Il faut montrer que chaque position est égale en dignité, ou au moins faire semblant de la manière la plus convaincante possible. Et puis ensuite vient le moment délicat. Est-ce qu'il faut faire pression par le temps? Vous avez 15 jours pour décider, nous nous fixons un objectif à 3 mois, au risque de tout casser. Ou est-ce qu'il faut parfois laisser davantage de temps au risque de perdre le momentum, comme on dit dans le jargon européen? C'est ce type d'arbitrage qui relève encore une fois de la dialectique entre la vision stratégique, c'est-à-dire aboutir à un résultat dans cette négociation, et la gestion du temps. Mais quand il y a précipitation, comme c'est le cas qu'on vient de le voir avec l'Ukraine, et l'entrée dans l'Union européenne, sur le long terme certes, mais la décision est prise, on s'aperçoit que là, la contrainte est extrêmement forte et la décision se prend très vite. Oui, alors, pour être honnête, en la circonstance, c'est l'engagement d'un processus, son issue est incertaine, au moins dans son calendrier. Ce qui est plus intéressant, c'est lorsque, et ça fait partie de la panoplie des instruments européens, on se fixe une échéance précise et qu'on respecte en général. Entrée en vigueur de l'euro, 1er janvier 2002. Aujourd'hui, une des décisions récentes les plus intéressantes, c'est l'arrêt de la production de véhicules à moteur thermique en 2035. Là, vous avez l'impression que le temps est long, mais plus expert que moi dirait à quel point ce temps est court pour transformer toute l'industrie automobile. Et ce type d'échéance, ça marche lorsque vous êtes certain qu'à la date d'échéance, vous changez de situation juridique. Et là, aujourd'hui, le texte est adopté, il fait partie du droit européen. En 2035, il y aura une nouvelle situation juridique fondée sur l'interdiction d'un certain type d'équipement. Là, ça marche. Vous avez non pas un objectif politique, mais vous avez une nouvelle situation juridique qui interviendra à une date fixée à l'avance. Et ça, c'est une échéance efficace. Madame la Présidente. Oui, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a aussi la question de la gestion stratégique, c'est le temps de la construction de la stratégie est aussi un temps contraint par des tiers plus ou moins proches. Par exemple, les universités doivent appliquer la stratégie décidée par le gouvernement, par le ministère, tout en ayant leur propre stratégie de différenciation entre elles, en essayant de se distinguer, d'avoir leur propre signature, de mettre en exergue leur qualité et leur spécificité. Et là, nous avons des temps qui peuvent complètement, avec des injonctions contradictoires. Se tamponner. Oui, exactement. et ça, c'est aussi une très grande difficulté de gestion, d'entrelacs, de stratégies élaborées dans des lieux et pour des temps différents. Et ça, c'est un des grandes difficultés, de surcroît dans des organisations qui sont extrêmement collectives dans leur construction même et dans la construction même de la prise de décision. Nous avons des conseils d'administration, des conseils de la recherche, des conseils de la vie étudiante qui ont tous à dire sur la stratégie de l'université. Une présidente ne fait qu'au fond mettre en musique, faire des propositions. Il faut que ce soit validé par ces conseils et que ce soit appréhendé par l'ensemble de la collectivité. Si vous ne prenez pas le temps de faire venir avec vous l'ensemble de la collectivité, votre stratégie ne fonctionnera pas. Donc là, on peut être sur des temps différents, de longueurs différentes. Et là, je pense que je rebondis sur les objectifs. Bien, c'est bien en fonction des objectifs et de la différenciation des objectifs qu'il faudra savoir construire un temps
plus ou moins long, à la fois de décision stratégique et de mise en œuvre. Marien Blot-Ferrero, est-ce que le critère, je reviens sur la question, pardonnez-moi, mais quel est le critère le plus important au fond? Est-ce que le critère financier n'est pas le plus important, quoi qu'il advienne? Non? Attention, vous dites non, vous êtes sûr? Ah, non, je vous ai senti marmonner quelque chose. C'est que des questions intéressantes. Oui. C'est très facile. En fait, on voit aujourd'hui les crises qui surviennent, et notamment la crise climatique. Les réponses qu'on y apporte ne peuvent s'exécuter que dans le temps long. Parce que il y a beaucoup de choses à faire, il y a des technologies qui existent déjà, mais il y a beaucoup de transformations à mettre en place quand il faut transformer les matières premières qu'on utilise dans un produit, quand il faut, enfin, bref, que sais-je. Donc ça s'inscrit dans le temps long. Donc en fait, la question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on est capable de formuler et d'exécuter des stratégies qui vont délivrer sur le long terme quand on est dans des entreprises cotées et qu'on doit donner les résultats financiers à échéance trimestrielle. Mais ce n'est pas une obligation, d'ailleurs, ça. Non, enfin, c'est quand même... Non, mais c'est une pratique. Mais, non, mais je me souviens, si vous voulez, de ce qu'avait écrit là-dessus, je crois que c'est Warren Buffett, qui avait expliqué qu'il fallait arrêter ce genre de choses, parce que s'il y a une dictature, hein, c'est bien ça. Oui, non, mais c'est sûr, c'est une dictature où, en effet, chaque trimestre, il faut montrer des résultats financiers qui sont bons. Et d'ailleurs, certains des dirigeants disent que pour gagner sur le temps long, il faut gagner sur le temps court. Parce que si on perd sur le temps court, autrement dit, si on a des résultats financiers qui ne sont pas à la hauteur des attentes des investisseurs, on a du mal à rester sur le temps long. Donc c'est tout ce jeu et cette balance et cet équilibre qu'il faut trouver entre une entreprise, elle est là aussi pour gagner de l'argent, puisque c'est ça qui va lui permettre de réinvestir et c'est ça qui va lui permettre de durer sur le temps long. Donc que l'entreprise doit faire des bénéfices, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il faut le faire. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des actions qui vont dépasser ce cadre du trimestre et qui peut-être parfois vont gréver un tout petit peu les marges pour pouvoir réinvestir. Parce qu'il y a plusieurs temps dans l'entreprise. Il y a un temps d'investissement, il y a un temps ensuite de récolte des fruits de cet investissement. Et c'est ça sur lequel il faut qu'on éduque peut-être toute la communauté financière pour éviter de tomber dans un cercle où finalement on est, pardonnez-moi le franglicisme, en catch-up permanent, c'est-à-dire qu'on essaye en permanence de délivrer et on ne construit jamais sur le long terme. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises non cotées familiales, elles, quand vous leur posez la question de comment elles font justement, elles gèrent ces contradictions entre le temps long et le temps court, pour certains, c'est presque comme, je ne sais pas, si vous leur demandiez quel temps il fera demain. Ils ne comprennent même pas pourquoi on leur pose la question. Parce que pour eux, c'est une évidence. Quand je leur dis comment est-ce que vous établissez vos taux de marge par rapport aux investissements, certains ne savent pas du tout répondre. Ils ne se posent pas du tout la question comme ça. Ils se disent, moi j'investis ce qui doit être investi parce que ma conviction et le sens que je veux donner à mon entreprise, c'est la transmission. Je ne me projette pas dans les 5 années à venir, je me projette dans les 100 années à venir. Donc ça donne déjà quelque part une idée de comment est-ce qu'on peut justement vivre dans le temps court tout en se projetant sur le temps long. Il faut avoir cette idée de transmission très forte et de sens. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Il faut donner un sens à ce que l'on fait. Mais il faut avoir une force de conviction, je dois l'admettre quand même, assez forte, parce que néanmoins, cette pression financière... Elle est marchée, tout simplement. Oui, bien sûr. Jean-Claude Sey, avant de donner la parole à la salle, vous avez été un homme plutôt du temps long, parce que dans l'assurance, l'épargne, c'est de l'épargne longue. Par exemple, l'assurance vie, c'est de l'épargne longue, par définition. Oui, je pense avoir été un homme du temps long, mais aussi du temps court, parce que en fait, le temps n'est pas quelque chose d'objectif, en réalité. Premièrement, il y a une notion culturelle. Nous avons tous une appréciation très différente du temps, même dans les entreprises. Je rappellerai par exemple que beaucoup de fusions d'entreprises, comme une très célèbre dans les cas des écoles de commerce, c'est l'achat par Schlumberger de Fairchild Entreprises dans les années 90. Les deux sont dans l'électronique, mais l'un fait de l'électronique pour les recherches pétrolières, recherches minières, électronique long terme, parce que ses clients sont des États, parce que les chantiers sont énormes, etc. Il achète Fairchild, une des entreprises les plus performantes des États-Unis, qui fabrique des puces. Même métier, pratiquement.
Échec lamentable parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. L'un pense en termes longs et l'autre, tous les 18 mois, risque sa survie. Et vous pouvez prendre, alors dans l'administration c'est pire, hein, et dans la politique c'est encore pire. On ne peut pas quitter cet amphithéâtre sans citer un homme politique éminent, radical socialiste des années 50, M. Queuille, qui disait « Il n'y a pas de problème auquel le temps n'apporte spontanément une solution ». Vous voyez, c'est un homme d'action. Mais ça explique bien, le temps, il y a une valeur culturelle. Il y a des cultures où on pense long, il y a des cultures où on pense court, etc. Ensuite, il y a des notions relativement objectives. Si vous faites du nucléaire et même de l'aviation, c'est du temps long. C'est la nature de l'activité. Si vous faites des hula-hoop, ce n'est pas du temps long. Et d'ailleurs, pour le temps court, les entreprises américaines disent « action is strategy ». Hein? Si vous gérez bien votre action au fur et à mesure, vous réussirez vos objectifs à long terme sans avoir à vous préoccuper directement du long terme. Donc il y a déjà ces deux notions. Troisièmement, chacun a son unité de temps. Quand on fait justement, quand on essaye d'harmoniser, de coordonner toutes les actions pour aboutir à une stratégie, ben, il faut voir qu'il y a les actionnaires peut-être, il y a les dirigeants. Par exemple, il y a des entreprises qui ont connu des aléas dans leur gestion parce que le président essayait d'optimiser les résultats au jour de sa retraite, ce qui n'avait rien à voir avec l'intérêt ni général, ni l'intérêt de l'entreprise, ni des actionnaires, ni des clients, ni de qui que ce soit. Il y a et Michel Crozier, qui était bien connu dans cette maison, a bien dit chaque partie prenante d'une œuvre collective, comme une entreprise, a son propre horizon de temps parce qu'il a ses propres intérêts. C'est évident. Et dans le fond, tout le problème de la gestion, de management, c'est d'amener les uns et les autres par la négociation, par la force parfois, par d'autres moyens encore, par l'intérêt, à coopérer, à tirer la charrette dans la même direction. Hein? Mais dans un monde où nous sommes, semble-t-il, de plus en plus impatients, qui que nous soyons. Oui, et le grand problème, c'est que vous ne pouvez pas faire du nucléaire. On a abandonné pendant quelques temps, on va vouloir recommencer, mais on ne recommencera pas de manière opérationnelle avant que les anciennes soient hors de service. Bon, parce qu'on a oublié la vue long terme. Et que là, c'est la nature d'activité, une notion de long terme. Et puis, mais le long terme, au plus vous allez loin, bien entendu, au plus vous courez des risques que l'environnement externe ou interne soit changé. On a bien vu, la pandémie du Covid a changé énormément de choses. Hein. Donc il faut prendre des risques, mais la vie sans risque, ça n'existe pas. Et si on ne prévoit pas à long terme un certain nombre de projets qui méritent le long terme, qui appellent le long terme, qui ne peuvent être réalisés que sur le long terme, eh bien on ne fait rien. Oui, non mais l'éducation, juste avant de vous donner la parole, l'éducation c'est du long terme. Oui, complètement, c'est du long terme. Mais alors le long terme qui peut être très court aussi, notamment en termes de stratégie. Pour vous donner un exemple, le gouvernement a lancé un appel à projet sur les métiers de demain. Et ça, c'est quelque chose qui est un enjeu stratégique considérable à l'échelle de notre pays, bien entendu, et donc du rôle des universités. Nous, on est extrêmement attachés à l'insertion professionnelle des étudiants qui trouvent un métier, les métiers de demain également. Eh bien ça, c'est en termes de stratégie, c'est une stratégie qu'on ne peut pas développer seul. Il faut le développer avec les entreprises, avec les organisations, voilà. Et c'est un point, mais complètement indépassable. Alors, le renouvellement des métiers actuels, notamment on va parler, je pense peut-être de l'IA, vous disiez l'accélération du temps, etc. Mais l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers actuels, déjà, est une question fondamentale. Je suis juriste. L'impact de l'IA sur les métiers d'avocat, notaire, sur la fonction de juridiction, de juge, est considérable. Donc il faut déjà inventer cet impact-là. Et pour nous, ça veut dire derrière inventer les formations qui permettront aux jeunes, là on est quasiment à réfléchir 2030, aux jeunes que nous allons former de pouvoir continuer à exercer ce type de métier, mais aussi d'imaginer les métiers qui n'existent pas encore au regard du développement technologique, où je parlais de l'IA, mais c'est valable aussi pour la transition écologique également. Et ça, c'est et le cadre juridique, très compliqué. Donc et le cadre juridique qui va avec, bien entendu. Mais ça, ce sont nos chercheurs aussi qui, là, travaillent sur l'intelligence artificielle, particulièrement, nous sommes une université de sciences humaines et sociales, des philosophes, des historiens, des géographes, des juristes, des économistes, qui s'intéressent à savoir comment l'IA impacte les activités, mais quelles sont aussi éventuellement les limites. L'intelligence artificielle est une vraie opportunité. C'est un outil qui peut être fantastique, mais il doit être
utilisé avec des limites, le respect de la vie privée, le respect de la personne humaine. Laisser, en fait, je crois que je vais le résumer comme ça, laisser à l'être humain le dernier mot. Oui, mais dans un monde de vitesse grand V, quoi, c'est ça le problème. Et c'est, je vous dis, en 2022, nous devons imaginer pour l'année, dans les 2 ans à venir, nos formations pour 2030-2035. Oui. Pierre Séval. Oui, en vous écoutant, je réfléchissais à la transposition au monde de la diplomatie des éléments de stratégie et de décision d'entreprise que vous évoquiez. Il n'y a pas de compte trimestriel dans la diplomatie, heureusement, et les objectifs sont effectivement des objectifs séculaires et à très long terme. Simplement, une leçon de mon expérience personnelle. L'articulation entre l'immédiateté, le temps, et la vision stratégique, le long terme, dans une administration comme Quai d'Orsay, est assurée par la dualité de 2 postes. Il se trouve que j'ai exercé les 2 fonctions, directeur de cabinet du ministre et secrétaire général. Pour essayer de distinguer les rôles, le directeur de cabinet est celui qu'on réveille la nuit. Lorsqu'il y a un coup d'État, une catastrophe, une intervention urgente, une déclaration est à faire. Et le secrétaire général est plutôt gardien de la continuité des grands objectifs de la diplomatie française, la pérennité de la communauté nationale, ou la paix, la stabilité, ou une ambition comme l'ambition européenne qui est finalement l'essentiel de la diplomatie française depuis 60 ans. Et tout le jeu consiste à avoir une capacité de réagir à l'événement et en même temps à la fois de garder le cap stratégique et de savoir quelles sont les inflexions à apporter à ce cap stratégique en fonction des événements. Un exemple, voilà plusieurs années que un des caps stratégiques de la diplomatie française était d'essayer de bâtir un nouvel ordre de sécurité en Europe, incluant la Russie. Cet objectif est totalement impacté par les événements des derniers mois. À votre avis, me semble-t-il. Et c'est un objectif qui doit être profondément revu. Un autre aspect du rôle du secrétaire général et qui rejoint la question du coût du temps que vous évoquiez tout à l'heure. Le secrétaire général a parfois la mission un peu délicate de résister à des pulsions réformatrices des ministres successifs. J'ai été secrétaire général avec 4 ministres successifs, chacun rêvant d'introduire une réforme. De laisser sa marque, quoi. De laisser sa marque. Ah. À la fois dans l'administration, dans la conception des politiques, dans la création de structures, etc. Ce que l'on doit essayer de faire comprendre dans ce contexte, c'est qu'il y a des coûts de transition. Et je trouve que dans l'action politique, dans l'action administrative en particulier, il y a une tendance très forte à sous-estimer les coûts de transition. Et c'est ce qui expose parfois à beaucoup de mécomptes, en s'apercevant que la réforme a coûté beaucoup plus cher, ne serait-ce qu'à cause de ces coûts de transition qui ont provoqué inefficacité, désordre, remise en cause. Oui, ça nourrit les rapports de la Cour des comptes. Exactement. Oui. Bien, merci beaucoup. Alors, chose promise, la parole est à la salle. D'abord, bien entendu, aux intervenants du panel. Vous aviez posé des questions par écrit. Je suis gentil, reprenez-les plutôt par oral, c'est plus commode et plus... Voilà. Bonsoir, oui, je m'appelle Gabriel Ruot, je suis étudiant à Centrale Supélec, une école d'ingénieurs. Et je voulais commencer en tant qu'étudiant par vous demander un petit conseil. Ah, pardon. Alors attendez, oui, alors, il ne faut pas parler trop loin, il ne faut pas non plus parler trop près. Pardon, c'est un bon équilibre comme ça? Là, c'est un peu mieux, là, je crois. Super. Quelles sont les méthodes et les outils que vous employez pour justement gérer ce temps et accomplir vos visions stratégiques? Et est-ce que les technologies dont vous parliez justement peuvent amener de nouveaux outils à être utilisés dans le futur? C'est pour vous, Marie. Alors, la technologie, effectivement, ouvre un champ et des perspectives nouvelles, notamment dans le traitement des données. Enfin, c'est pour moi, on peut parler de l'automatisation, il y a beaucoup de choses que la technologie permet de faire, mais ce que je trouve, en tout cas, le plus impactant et ce qui crée une disruption très forte entre les entreprises qui vont en avoir la maîtrise et celles qui ne l'auront pas, c'est comment est-ce qu'on gère les données, comment est-ce qu'on les utilise, aussi bien pour capter des signaux faibles du marché,
que pour mesurer un certain nombre de leurs émissions climatiques. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près entre 85 et 90% des entreprises qui effectivement sont engagées dans des trajectoires net zéro, mais il y en a seulement 9% d'entre elles qui se disent avoir la capacité de mesurer à proprement parler les émissions de leurs activités. Donc déjà rien que ce chiffre-là est extrêmement intéressant dans un enjeu. Oui. Parce qu'en général, on arrive à mesurer ce qu'on appelle le scope 1 et 2, qui est ses propres activités, et le scope 3, qui est tous ses fournisseurs. On a beaucoup de mal à avoir de l'information. Donc on voit comment est-ce que capter la donnée, analyser la donnée et la traiter est essentiel. Et c'est vrai que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et autres nous permettent de le traiter de manière plus forte que simplement avec notre Excel sur nos ordinateurs. Ça permet de faire des corrélations qu'on n'imagine pas, et donc ça permet effectivement d'aller au-delà. Donc ça, c'est une maîtrise qu'il faut avoir. Si je peux simplement ajouter un autre commentaire, c'est que moi je travaille beaucoup sur des transfos et notamment la place de l'humain dans ces transformations. Et j'aimerais rappeler que la technologie, l'intelligence artificielle, c'est un outil au service d'un projet, au service d'un objectif, et qu'il est essentiel que l'individu puisse être augmenté par cette technologie, mais puisse y apporter l'intelligence et le jugement, si je peux utiliser ce mot, oui, sur la décision qui doit être prise et le chemin à parcourir. Oui, alors... Peut-être juste pour rebondir, parce qu'on imagine que ce qui vient d'être dit peut-être n'est valable que pour l'entreprise, mais en fait c'est valable pour les universités, ce qui peut paraître assez paradoxal, sur 2 points. Peut-être surtout le tout dernier, l'être humain, vraiment c'est fondamental, et on a créé un observatoire de l'intelligence artificielle appliquée au SHS, aux sciences humaines et sociales, pour justement développer ces recherches. Mais sur le fonctionnement même de l'université, voilà, un des vrais enjeux, c'est la gestion des données, et pour améliorer les prévisions, nous développons des systèmes d'information numériques, informatiques, avec pas encore de l'intelligence artificielle, mais de vrais outils, des outils d'aide à la décision, etc. Donc, ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années n'être que le champ de l'entreprise est au cœur de l'action publique, et aussi de l'université, des universités, où on peut imaginer que l'activité d'enseignement et de recherche n'a pas besoin de ce type d'outils, mais nous sommes aussi des organisations, 45 000 étudiants, 3 000 personnels, un budget, donc voilà, et c'est vrai que ça transforme aussi le métier des présidents d'université qui sont au départ que des enseignants-chercheurs bien éloignés de ces contraintes-là. Oui, mais c'est une vraie réalité. Mais le progrès ne va pas trop vite pour les hommes, justement? J'ai envie de dire, c'est à nous de décider. Dans cette logique. Non, mais vous vous occupez de ressources humaines, je sais. Donc... Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est une vraie question, c'est une vraie question, parce qu'on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle responsable. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut à la fois dire quelle est l'éthique qu'on va apporter, parce que l'intelligence artificielle ou l'analyse des données, ça répond à un certain nombre de règles qu'on donne. Et si je veux être caricaturale, par exemple, sur la voiture autonome, ça va être de dire, si jamais j'ai un mur devant moi, un piéton à gauche, un piéton à droite, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est quelqu'un qui doit décider qu'est-ce que la voiture fait. Et donc, il faut réfléchir à ces éléments éthiques. Et j'ai perdu le fil, excusez-moi, parce que ça m'a traumatisée. Non, mais c'est des exemples qui sont extrêmement... qui sont extrêmement forts. Et donc, il faut toujours être en maîtrise de l'utilisation de ces données. Vous avez probablement lu, Facebook a développé un code qui est tellement tentaculaire que quand il fait une modification à un endroit de ce code, il n'est pas complètement certain de savoir quels sont l'ensemble des modifications, comment elles se répandent dans le système. Exactement. Et qu'est-ce que cela va générer? Donc ça, je vous invite, vous tous, dans les entreprises, dans les écoles, il faut réfléchir à l'impact que ça a, parce qu'on voit aussi un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a une demande extrêmement forte d'automatisation et d'utilisation de la donnée, parce que ça facilite la vie, et il faut être conscient des limites et des dangers que cela peut apporter. Je ne veux pas que vous imaginiez que je suis à contre-courant du progrès. Il faut évidemment embrasser tous ces progrès et tout ce que cela apporte, mais il faut avoir conscience de comment et quel est le meilleur usage pour que, effectivement, tout le monde en profite. Bien. Alors, je vous en prie. Bonjour à tous.
Je suis Pierre Guy, je suis doctorant en droit européen dans l'environnement et social à Paris 1. Ça serait une question peut-être adressée à vous tous, peut-être une question impertinente peut-être. On parle beaucoup des outils depuis tout à l'heure et j'aimerais que vous parliez de l'axiologie parce que quels que soient les outils que l'on utilise, s'il n'y a pas un changement des axiomes, de la morale, on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, ce qui nous montre cela, c'est l'ensemble des textes juridiques qui ont eu lieu les dernières années en matière de climat. On parle d'une conscience, de nouveaux outils pour mettre en place cela. Et pourtant, en 30 ans, on a émis plus de la moitié de ce qu'on n'a jamais émis. Donc on parle toujours de ces outils, de ces textes juridiques. Et pourtant, on voit que collectivement, que ce soit les cabinets de conseil, que ce soit la diplomatie, que ce soit même les universités qui forment les élèves, en fait, on est dans une incapacité à prévoir le temps long, en tout cas en matière de climat. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est vous, comment vous mettez en place, est-ce que vous avez réfléchi à une nouvelle axiologie pour essayer de répondre à cela? Parce qu'il nous reste très peu de temps, et au final, le temps long est en train de rattraper le temps court. Bon, la question n'est pas impertinente du tout, mais c'est vous qui allez répondre. Hein. Je ne répondrai peut-être pas directement sur le climat ou pas directement, mais sur l'utilité des outils. Les outils sont indispensables, mais quand vous les utilisez, les 3/4 du problème est déjà résolu. Ça va dans votre sens. Actuellement, un des graves problèmes qu'il y a en France, sur le plan de la santé, c'est le numerus clausus. Hein? Il manque 20% du personnel médical en France, à cause d'un numerus clausus qu'on a décidé en 83. Est-ce que depuis, on avait besoin d'une méthode pour savoir qu'on allait manquer de médecins? Il fallait savoir faire des additions, des multiplications, c'est tout. Hein? On suivait très bien le nombre d'actes par médecin, on suit la population française, on suit le vieillissement, tout ça, ça existe. Donc, manque de vision stratégique, là. Ben oui, et ce n'est pas l'instrument. L'instrument, quand il est apporté, et le Boston Consulting Group en apporte d'excellents, si vous l'utilisez, c'est que déjà dans votre tête, vous avez résolu le problème. Vous pouvez améliorer, mais vous ne changerez pas les choses simplement par l'instrument. Hein? L'instrument, ça devient un prétexte ou un moyen d'optimisation, mais certainement pas l'élément qui va faire que vous allez prévoir vraiment. Et je viens de citer le problème des médecins. Je m'occupe un peu de santé par ailleurs, et je peux vous dire que récemment, dans une discussion avec un des ministères, j'ai posé la question, quelles sont vos prévisions à 10 ans? On m'a dit, on n'en a pas. Et quand on a vu ma tête, on m'a dit, il y a certainement quelqu'un qui en a. Ouais. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il n'y a pas besoin d'analyser les données. Hein, moi, je peux les faire, les prévisions à 10 ans. Il n'y a aucun problème. Avec un crayon et un bout de papier. Oui, je vous en prie. Tout d'abord, permettez-moi de revenir un instant sur votre première question sur le bon usage des outils et la manière dont ils peuvent soit faciliter, soit au contraire rendre plus difficile finalement nos objectifs stratégiques. Et je reviens à un exemple européen. L'instance suprême du système européen, vous le savez, c'est le Conseil européen, le sommet des chefs d'État et de gouvernement. La tradition, depuis 40 ans que cela existe, c'est que les chefs d'État et de gouvernement sont rigoureusement seuls dans la salle. Et donc privés de collaborateurs, il n'y a pas de ministre, il n'y a même pas d'ambassadeur, et donc ils sont livrés à eux-mêmes. Et l'expérience a montré que c'était la bonne manière de parvenir à des résultats. Il y a quelques années, lorsque le portable est arrivé, il y a eu tout d'un coup possibilité de communication en temps réel entre la salle et les délégations, les conseillers, les ministres qui étaient à l'extérieur. Chacun des premiers ministres ou chefs d'État prenait le soin d'essayer de vérifier si ce qu'on lui demandait, si le texte en discussion correspondait bien à la position française, en l'occurrence, ou s'il fallait vérifier telle ou telle chose. On s'est aperçu à l'expérience que ça ralentissait prodigieusement les négociations et que ça ne facilitait certainement pas leur aboutissement. Parce qu'il y avait une surveillance indirecte par les nouveaux outils, les nouveaux moyens, et en temps réel de ce que faisait, de ce que négociait le Premier ministre ou le Président de la République. Aussi a-t-il été décidé, il y a 2 ans, d'interdire rigoureusement les portables en salle et de priver les délégations de cette capacité de communiquer avec leur chef. Ça montre que parfois, encore une fois, les vertus des nouveaux outils, transparence, immédiateté, sont plutôt négatifs. Sur votre question, sur les engagements à long terme,
Je crois que le problème supplémentaire qui est posé, c'est l'effet d'inertie et de rigidité des engagements politiques et juridiques à moyen et long terme. Je reviens à l'exemple de l'industrie automobile. La décision qui est prise maintenant de 2035 est extraordinairement structurante. Elle est prise, il sera extraordinairement difficile de revenir de cette décision, quels que soient les changements démocratiques dans quelque État membre que ce soit, quelles que soient les difficultés économiques et sociales que cela va engendrer. Donc l'autre problème de morale politique que cela pose, c'est la légitimité d'un engagement juridique de cette nature par rapport à toute possibilité d'évolution du débat démocratique ou d'évolution économique. Je voulais vous dire, j'ai rêvé un jour d'avoir un bouton dans un amphithéâtre pour couper le Wi-Fi et faire en sorte que tous les étudiants, un brouilleur pour que tous les étudiants ne puissent plus utiliser leur téléphone portable et leur... Oui. Si je peux me mettre juste un point, je crois que vous n'avez pas vraiment répondu à l'axiologie. Vous avez répondu sur les outils. Par exemple, pour la voiture, c'est un outil. Et l'on voit que lorsqu'on réfléchit avec les outils, on va transformer les outils, on n'y arrivera pas. Parce que, juste pour essayé d'avoir une réponse concrète, donc une question concrète. En 9 ans, on a émis 400 gigatonnes de CO2. Pour rester sous la barre des 1,5, enfin, 1,5, ça sera foutu. Pour rester sous la barre des 2, il nous faut 500 gigatonnes. Donc en 9 ans, on a quasiment émis ce que l'on doit émettre à l'avenir. Donc en 2035, quand cette politique européenne sera mise en place, il sera déjà trop tard. Pourquoi, à mon avis? Parce qu'en fait, il n'y a jamais d'axiologie qui change. On ne raisonne que sur les outils. Et lorsqu'on raisonne sur les outils, on est toujours en train de subir l'axiologie qui est actuellement en cours, une axiologie qui est une axiologie de l'économie. Non, on ne peut pas être d'accord avec ça. Je vous en prie, Madame Breton. Non, je ne suis pas d'accord, puisqu'on a fixé des objectifs. Les objectifs participent de l'axiologie. C'est-à-dire les objectifs à 2035, 50, on peut se projeter au fur et à mesure. On les a fixés. C'est la capacité, la volonté, la capacité aussi technique, technologique, sociale, d'accepter ces objectifs et de les mettre en œuvre. C'est dans le Green Deal d'ailleurs. Hein. Voilà. Ces objectifs sont trop faibles. Et pourquoi ils sont trop faibles? Pourquoi ils sont trop faibles? Parce que justement l'axiologie n'a pas changé. Non, mais ça c'est je comprends ce que vous voulez dire. En fait, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que changer, c'est pas simple. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation où il y a un certain nombre de technologies qui sont devenues matures pour pouvoir changer, mais pas la totalité. Et là où je vous rejoins, c'est vrai qu'on sort de différentes discussions de COP successives où on pourrait se dire on aurait pu aller au-delà. Et il va bien falloir passer le cap. Mais moi, je rejoins quand même un peu le fait de dire il n'y a pas de standard européens ou mondiaux qui convergent. Il n'y a pas de méthode imposée aux entreprises pour pouvoir aller peut-être au-delà. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises, par exemple, on parlait des publications financières qui vont publier dans leur rapport annuel des PNL intégrés, y compris avec leurs coûts humains, social, sociétal. Il suffirait... C'est trop facile, c'est du yaka faucon, mais on pourrait imaginer demain une comptabilité qui intégrerait pour tout le monde l'impact de ces émissions. Oui, et puis des critères non plus uniquement financiers, mais avoir aussi une standardisation des critères extra-financiers pour pouvoir se dire que finalement, quand on est une entreprise qui gagne, je sais pas, 10 d'un point de vue financier, mais qui enlève 100 à la planète par ailleurs, ben en fait, c'est pas possible. Il faut être en positif sur l'ensemble de ces critères. Donc c'est vrai qu'il y a encore un chemin à faire qui est plus coercitif, probablement. Et aujourd'hui, compte tenu justement de l'avancée... Enfin, je pense que ce qui se passe, c'est que compte tenu de l'avancée technologique, de ce qui est disponible et de la capacité à faire, on essaye d'être, dans une balance équilibrée pour pouvoir emmener tout le monde. On est entre chien et loup, là, vous trouvez? Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises ont toute conscience du chemin à parcourir. Elles demandent justement plus de réglementation, de standardisation dans ces réglementations pour pouvoir avancer.
moi, je pense qu'il faut aussi créer des coalitions pour pouvoir, industrie par industrie, secteur par secteur, pour pouvoir, si je peux le dire comme ça, se donner du courage en collectif, avancer, avoir des entreprises tête de pont qui vont engager aussi des plus petites PME, parce que dans notre pays, on voit bien que le tissu des PME, c'est aussi ce tissu-là qui crée de l'emploi et qui crée de la valeur, et aider et entraîner tout le monde pour pouvoir avoir des contrats, je dirais, pluriannuels, filière par filière, pour pouvoir avancer et se donner de la visibilité. Parce qu'à nouveau, quand vous prenez les dirigeants des grandes entreprises, ils ont des mandats de 4 à 5 ans. Là, on est en train de se parler de construction de cathédrales. Enfin, ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, Pierre, je vous en prie. Je comprends mieux votre problématique après votre deuxième question entre axiologie et outils. Le recours aux outils, le recours aux normes et aux règles dans la régulation européenne, c'est une espèce de ruse politique. J'en conviens tout à fait. Et c'est Carlos Tavares, je crois, le président de Peugeot et Stellantis aujourd'hui, qui a très bien présenté les choses. Il n'était pas enthousiaste sur la mesure 2035, mais il a dit que sa véritable signification, c'était de savoir si la classe moyenne européenne aurait encore accès dans 10 ans à la mobilité individuelle. Et pour lui, la signification de cette norme, c'est la privation de l'accès à la mobilité individuelle pour la classe moyenne européenne. Si vous présentez la problématique de cette manière, axiologique, vous êtes sûr du résultat. Bon courage. Si vous le présentez sous la forme d'un outil ou d'une norme, c'est une ruse, ça passe mieux. Et c'est ça le véritable enjeu. Voilà la réponse à votre question. La voilà. Alors à vous, je t'en prie. Alors après avoir parlé des outils, je voudrais revenir sur le temps et un laps de temps en particulier, 11 heures. Il y a quelques années, IBM a annoncé que la connaissance mondiale doublait toutes les 11 heures. C'est ça ? C'est ça. C'est vrai ça ? C'est IBM qui l'annonce en tout cas. Et comment pouvons-nous, et je pense notamment à Madame Christine Nolleduc, comment pouvons-nous continuer à gérer le temps alloué à la formation dans un contexte où les connaissances doublent toutes les 11 heures ? Ça c'est pour moi, je ne suis pas, je suis pas certaine. Puisque, bien entendu, oui, j'imagine, dans l'entreprise. Écoutez, il y a connaissance et connaissance. Enfin, est-ce que tout est connaissance ? Savoir que le taux d'inflation est passé de 2 à 6% et dans quel pays toutes les 11 heures, ça a un intérêt. Est-ce que c'est de la connaissance ? Je pense que la vraie connaissance, c'est de savoir ce qu'est l'inflation, ce qu'est son contenu, ses effets, son éventuelle gestion. Donc voilà, il faut aussi relativiser cet effet un peu facile de la multiplication, parce que sinon, de toute façon, là, je crois qu'on peut tous rendre notre tablier et puis aller sous un palmier et attendre que le monde s'écroule ou s'écroule pas parce qu'il se sera autogéré. Non, je pense que ce qui est vraiment important pour nous, bien entendu, c'est les connaissances. Ce sont les compétences. Ça, c'est un objectif et c'est une donnée qui est vraiment, depuis une dizaine d'années, très présente à l'université. Je parle pour l'université. C'est à la fois de donner des connaissances et des compétences. Alors, une fois qu'on a dit cela, on pense que c'est tout à fait nouveau. Ça ne l'est pas forcément, parce que depuis l'origine, l'université forme l'esprit critique, l'esprit créatif. C'est ça l'enjeu. C'est de faire en sorte que nos étudiants aient des méthodes de travail, des méthodes d'apprentissage qu'ils seront capables d'appliquer tout au long de leur vie. Et c'est là, sans doute, où est le vrai enjeu. C'est de savoir se transformer dans la formation initiale, mais c'est surtout de donner des outils à ceux qui sortent, les étudiants qui sortent de l'université, avec des outils qui leur donnent la capacité de s'adapter tout au long de la vie. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être qu'on change un peu nos formations, mais surtout qu'on soit capable et qu'on arrive à travailler avec les entreprises, peut-être avec l'État aussi, puisqu'il faut des moyens, pour qu'il y ait un retour et de vrais allers-retours tout au long de la vie avec les entreprises et les salariés. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on pense le temps de formation. Vous avez fait votre licence, vous avez fait votre master, c'est terminé, vous ne revenez plus jamais à l'université ou dans d'autres lieux, bien entendu, de formation. Et là, l'enjeu est très, très important. Ça suppose de nouvelles formes d'apprentissage, ça peut être des formations courtes, ça permet
être des universités d'été, ça peut être des formations à la carte, parce que des entreprises vont venir nous voir et nous dire, voilà, pour tel type de cadre, telle forme, j'ai besoin de ces formations, et que nous, on soit capable de répondre à cela. Donc ça, c'est un bouleversement du système de formation qui commence quand même, je crois qu'on en est peut-être aux prémices, mais plus loin que cela, mais c'est l'enjeu à venir. Enfin, c'est la formation permanente ? Formation permanente tout au long de la vie, bien entendu. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et notamment, on a parlé des nouvelles technologies, ça s'accélère, et on se rend compte que, vous disiez, vous étiez en train d'anticiper les besoins et les compétences futures. On se rend compte que les compétences et les jobs changent tous les 2-5 ans, en fait. Et donc, c'est comme s'il y avait un taux de péremption, finalement, de la compétence et du poste que l'on occupe aujourd'hui. Ça, c'est révolutionnaire. Enfin, je veux dire, personne a pu vivre cela par le passé, même si on a tous, on voit des changements dans ses carrières professionnelles. Mais imaginez qu'il faut, tous les 3 à 4 ans, changer complètement de métier, ça veut dire qu'on est en formation quasiment permanente, en fait. À la fois, on apprend son nouveau métier, on se forme pour le suivant, et ça demande une agilité que les entreprises n'ont pas encore et qu'il va falloir appréhender. Et Marie, comment faites-vous, vous ? Alors, moi, il se trouve que nous, on fait beaucoup de formations, en fait, tout au long de notre carrière. On a tous les ans des séries de formations à la fois en ligne et physique. On fait aussi beaucoup de formations à l'adaptabilité, j'ai envie de dire. Et enfin, la dernière chose à laquelle on croit beaucoup, c'est au compagnonnage. Et on travaille beaucoup avec l'ensemble de nos recrues. Et d'ailleurs, pour nous, le modèle hybride est un challenge parce que dans le modèle hybride, il n'y a plus ce compagnonnage où les gens sont à côté de nous et on peut leur expliquer à la fois un certain nombre de choses, mais également, ils peuvent voir la manière dont on va gérer certaines situations, voir la manière dont on va engager, dont on va réfléchir en tant que tel. Et ça donne, enfin, ça paraît être un terme très ancien, hein, parce que ça nous ramène aux compagnons du Moyen-Âge, mais on a cette conviction que justement cet apprentissage du quotidien, c'est ce qui crée, ce qui complète en fait la formation théorique et qui ancre véritablement la compétence. Oui. Je donne la parole après. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je suis notamment président des presses universitaires de France, qui me donne un certain regard. En fait, il y a bien les connaissances, celles que vous évoquez, qui doublent tous les, je ne sais pas combien, mais très rapidement, et puis des connaissances et des compétences de fond. Et en matière d'édition, par exemple, on produit 70 000 titres par an, hein, et là-dedans, il y en a qui concernent des connaissances. Eh bien, les 3/4 sont oubliés dans les 6 mois après. Les gens les lisent, sont intéressés, et on n'en parle plus. Et par contre, il y a un fond, hein, qui vient de l'Antiquité, mais qui s'est développé à travers le temps, de grands professeurs qui ont été ici, qui enseignent des choses fondamentales, qui donnent des compétences, et ça, c'est éternel. Bien. Mademoiselle. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clémence Marceau et je suis élève à l'ESCP Business School. Et c'est vrai que j'aimerais revenir sur la géopolitique et le temps dans la géopolitique. Donc, c'est pour ça que c'est une question qui s'adresserait plus à M. Pierre Sellal. Notamment, avoir votre avis sur la constitution et les enjeux de l'Europe et de la prise de décision au sein de l'Europe, parce que c'est vrai qu'il y a une impression générale où les décisions sont prises de manière extrêmement lente, notamment au vu de la Constitution et du fait qu'il faille 100% des États pour voter une nouvelle législation. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur les changements qu'on pourrait apporter à cette lenteur et comment établir des visions stratégiques un peu plus rapides. Président, assez rapidement, parce que j'imagine que sur cette question, on pourrait s'étendre longuement. C'est un vaste sujet. Et je dirais d'emblée que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On décide plus vite au niveau européen qu'au niveau national, très souvent. Et on décide de plus en plus vite. Il se trouve que j'ai passé pas mal de temps à Bruxelles sur une longue période. Et lorsque j'y ai débuté, au début des années 80, c'était avant la majorité qualifiée. Toute décision a été unanime. Et j'avais dans mon portefeuille de jeunes conseillers à la représentation permanente des directives qui étaient en cours de négociation depuis 10, 12 ou 15 ans et qui attendaient le consensus. Tout ça a changé en 1988 avec l'acte unique, majorité qualifiée. Il y a encore quelques petites exceptions
politique étrangère, mais pour des raisons qui sont vraiment très spécifiques, et la fiscalité, qui est un vrai problème aujourd'hui, où l'unanimité reste de rigueur. Mais quand vous voyez ce qui a été décidé, par exemple, dans le contexte de la crise sanitaire, où il n'y avait pas de compétences européennes, et où, en l'espace de quelques mois, on a pu faire en sorte que l'Europe dispose de centaines de millions de doses de vaccins, les distribue, les répartisse, sans qu'à aucun moment il n'y ait eu le moindre problème d'accès et de distribution de ces vaccins, ça montre que ce système décisionnel n'est pas aussi peu performant qu'il soit, que vous le craignez. Et encore une fois, c'est remarquable dans un contexte où il s'agit d'accorder 27 souverainetés nationales, plus des élus au Parlement européen. Donc, ne partez pas de l'idée que le système européen décide lentement. Dans le cas de ses compétences, il peut décider très vite. Oui, nécessité fait loi. Là, on vient de le voir, effectivement, sur l'affaire des vaccins, c'est un exemple. Il y en a d'autres qui arrivent, les semi-conducteurs, tout ça est déjà engagé, les satellites bientôt, etc. etc. Donc c'est vrai. Enfin, merci de votre question. Bonjour, je m'appelle Inès Ramouni, je suis étudiante en CPNA, classe préparatoire à l'ENA, talent à l'INSP. Je voudrais revenir sur la question écologique, puisqu'elle fait largement écho à la question qu'on se pose aujourd'hui. Pour vous, la réflexion écologique qui s'inscrit du coup à la fois dans le temps, vis-à-vis de l'impact très prolongé des activités qu'on peut avoir aujourd'hui, et de l'immédiateté de la réponse, puisqu'on parle d'urgence climatique. Est-ce que dans vos organisations, vous trouvez le moyen de concilier ces deux exigences contradictoires? Il me semble qu'on a commencé un peu à répondre à cette question, non? Ou bien? Oui, ça dépend beaucoup des activités économiques. Par exemple, nous le faisons au maximum, mais certains que dans l'assurance, ce n'est pas particulièrement impactant par rapport à d'autres. On suivra les évolutions en matière d'automobile, par exemple. On n'est pas tellement moteur. Mais ça me permet quand même de revenir un petit peu sur un point qu'on n'a peut-être pas cité, mais qu'on aurait dû citer, peut-être à propos de la question de monsieur tout à l'heure. Il y a quand même, ça ne concerne pas directement l'automobile, des accidents qui éventuellement font changer les meilleures intentions. Regardez ce qui se passe en matière de production et de consommation d'énergie depuis le début de la guerre d'Ukraine. Donc on a pris des décisions fermes pour avoir une production vraiment renouvelable, d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'on fait en même temps? On rouvre les centrales au charbon les plus archaïques qui existent, puisqu'on a pris le temps, il y a des années déjà, de les fermer. Donc, ouais, il faut aussi vivre, c'est une relation dialectique entre la théorie et la pratique. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Christine, ou bien... Peut-être sur l'objectif écologique. C'est vrai que des universités, on n'a pas d'activité. Enfin, on produit des activités, mais ce n'est pas comme l'industrie, etc. On n'a pas les mêmes difficultés. Néanmoins, je pense que pour nous, en termes de stratégie, la vraie différence depuis quelques années, c'est non pas de traiter les exigences, au fond, écologiques comme en bout de course, en fait, de la prise de décision stratégique, comme des conséquences à éventuellement atténuer, sans se poser la question a priori de ce qu'est la stratégie. Maintenant, c'est un préalable. C'est-à-dire ça commence à être un préalable pour les activités de l'université. Alors, bien entendu, voilà, pour les déplacements, pour l'utilisation de l'outil numérique, parce que moi, je suis extrêmement attachée à la question du numérique responsable, parce que je suis, comme on peut parler aussi des batteries et de la voiture électrique, est-ce que c'est la meilleure solution écologique? Pour moi, à titre personnel, là, je ne suis pas une spécialiste, j'en suis pas convaincue. Et je ne suis pas non plus convaincue du fait que de supprimer tout le papier et d'être que sur des mails et du cloud soit le plus écologique possible. Donc voilà, je crois que c'est ces questions-là, mais on se pose ces questions-là. C'est-à-dire qu'on a intégré ces questions, les mobilités douces, etc. Voilà, les vélos, mais pas électriques. Donc, pour vous dire très simplement, vous donner, on a voulu développer le vélo. Pas le vélo électrique, enfin un peu le vélo électrique, mais surtout le vélo, c'est-à-dire à l'énergie humaine. Voilà, parce que mens sana in corpore sano, ça peut s'appliquer aussi à cela. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait une difficulté. Apprendre aux étudiants à faire du vélo. Comment ça? On a fait des enquêtes. Moi, je vous le dis très directement, j'ai été étonnée. Plus de 25% des étudiants ne savent pas faire du vélo. Ah non, vous plaisantez.
Bah, vous voulez pas. Et donc, on met en place des cours de vélo. C'est incroyable. Mais non, papa, on va le faire tourner. C'est un scoop formidable. Voilà. Non, mais moi, je ne l'ai pas cru quand on a vu avec les services, etc. Et on a dit, on va prêter des vélos, faire des vélos, etc. Vous leur avez dit qu'il suffisait de pédaler, c'est ça? Non, on a découvert cette question-là. Voilà. Et donc, mais c'est peut-être aussi parce que justement, la voiture, les transports en commun, la métropolisation aussi fait que on fait plus forcément de vélo, où on a perdu l'habitude d'apprendre à faire du vélo aux enfants. Et donc là, à l'université, c'est une nouveauté, on va donner des cours à ceux qui souhaiteront pour faire du vélo. Voilà. Vous voyez le caractère très pratique. Voilà. Vous faites pédaler vos entreprises, c'est ça? On fait pédaler. Non, alors nous, à titre d'entreprise, BCG est très engagé et on a pris des mesures, on s'est donné des objectifs importants. Nous, notre empreinte carbone, elle est essentiellement liée à nos voyages. En fait, on se déplace beaucoup pour aller chez nos clients. Et c'est compliqué. Je dois avouer que Covid et les différents confinements nous ont beaucoup aidés parce qu'ils nous ont fait prendre conscience qu'en fait, on n'était plus obligé ou contraint ou que c'était pas mieux de se déplacer tout le temps. Mais c'est un effort de tous les instants et on a tous les partenaires comme moi, on suit l'empreinte carbone de chacune de nos équipes projet. Donc on a une sensibilisation extrêmement forte et on se pose la question de est-ce qu'on se déplace, est-ce qu'on ne se déplace pas. Et donc il y a un changement de comportement à faire qui est relativement important. Pour ce qui concerne les entreprises, on en a beaucoup parlé de toutes les difficultés qui peuvent exister. Je voudrais quand même aussi vous rappeler peut-être plusieurs chiffres. C'est que parce qu'à un moment, tout ça, c'est même pas quelque chose qui sera différenciateur. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quelque chose qui est attendu par les employés et par les talents. 40% des millennials veulent travailler dans une entreprise qui correspond à leurs critères de sustainability. On voit aussi également bouger les financements, c'est-à-dire qu'on a un accès à un financement à un coût plus faible si on a aussi des critères de sustainability. Et enfin, la valorisation des entreprises qui ont des objectifs de sustainability plus forts est en général 10% supérieure à celle des autres entreprises. Donc en fait, à un certain moment, c'est comme l'automatisation, si je peux prendre un exemple avec l'industrie lourde. À un certain moment, c'est pas une question de modernité, c'est une question, ça devient la norme. Et donc ça deviendra la norme. Et donc il faut espérer que cette vague qui monte suffisamment pour peut-être faire pencher les dernières entreprises qui ne seraient pas convaincues de la nécessité de bouger. Mais qu'elles seront sanctionnées de toute façon d'une manière ou d'une autre. Elles seront sanctionnées de toute façon, puisque si on n'a pas accès dans la guerre des talents dans laquelle on est, vous suivez probablement cela, aux États-Unis, il y a plus de 40 millions de personnes qui ont démissionné ces 12 à 18 derniers mois. Donc il y a un changement très profond qui a été cristallisé par Covid et on ne reviendra pas en arrière. Donc à un moment, si on va avoir accès aux meilleurs talents, aux meilleurs financements, dans les meilleures conditions, il faut pouvoir également sur ces sujets-là être dans les meilleurs. Merci beaucoup, Marie. D'un mot, Jean-Claude Seyss. C'est tout à fait exact, mais je reviendrai à ce que l'a dit Leduc. En réalité, on se lance dans des voies dont on n'est pas du tout sûr qu'elles soient certaines. Ça, sur l'électricité, il y a tous les problèmes de conservation, il y a les problèmes des métaux rares, des terres rares, etc. Pour les problèmes de transport collectif et de la trottinette. Aujourd'hui, ça passe très bien, mais on vient de sortir une étude comme quoi l'endroit le plus pollué, sinon de la planète, du moins de Paris, c'est le métro de Paris. Donc, la prochaine fois où il y a un microbe dont il est avéré qu'il s'est déplacé particulièrement à travers le métro, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le métro? On a arrêté l'automobile avant? Et si ce jour-là il neige en particulier, on arrête aussi la trottinette? Donc, on est obligé de prendre des paris. Ces paris, on les gagne, parfois on les perd. Bien. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Imane et je suis étudiante en licence d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ma question aujourd'hui s'adresse à Madame Amblo Ferrero. On sait que la méritocratie est un sujet qui vous tient à cœur. D'ailleurs, après avoir présenté l'étude « Les paradoxes et illusions perdues de la méritocratie en France », vous aviez dit « La méritocratie ne peut pas s'arrêter à l'école, les entreprises doivent repenser leur manière d'engager leurs équipes et de former leurs dirigeants ». Ma question est la suivante. Afin de garantir cette cohésion sociale, quelle serait votre stratégie à court et long terme pour un monde professionnel plus
plus méritocratique au sein des cabinets de conseil dans lesquels la reproduction sociale s'observe beaucoup. Merci. En 1 minute 30. Hein. Alors, vaste sujet. Effectivement, la méritocratie est un sujet qui me tient à cœur parce qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, mais il faut 6 générations pour un enfant d'une famille pauvre pour accéder au salaire médian français. Donc, c'est même pas le tout haut de l'échelle. Et donc là, on est aussi sur des stratégies de long terme. Comment est-ce qu'on arrive à développer et à aider au développement des potentiels de chacun? Parce que pour moi, la définition de la méritocratie, c'est pas une définition culpabilisante. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens en situation de réussite et il faut pouvoir les aider. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a dans les entreprises, je dirais, traditionnelles, il faut recréer cette mobilité sociale. On parlait de formation, il faut pouvoir réengager dans cette formation parce que je pense que tous ceux qui avons fait des études, on peut se considérer chanceux. Ça n'est pas le cas de tout le monde et pour des raisons diverses et variées et certainement pas liées à leur capacité. Et donc il faut que les entreprises puissent prendre le relais. Il faut qu'il y ait aussi du mentorat qui soit développé au sein de l'entreprise et puis de l'entreprise vers l'extérieur. Au BCG, ce que j'ai développé depuis maintenant plusieurs années, si on a des partenariats avec des associations comme Télémac, Article 1, où en fait on engage l'ensemble de nos employés à mentorer des élèves à partir du collège. Et c'est extrêmement formateur, à la fois dans ce qu'on peut apporter évidemment à ces collégiens, mais dans ce que ces collégiens nous apportent dans notre quotidien, et ça nous replace et ça nous remet en perspective. Je crois que c'était Alain Juppé qui disait les politiques sont déconnectées de la réalité du terrain. Ça nous sort de notre 7e arrondissement de Paris et ça nous remet aussi dans l'image de la France réelle. Donc la stratégie... C'est difficile de répondre à la question. En tout cas, j'ai une conviction, c'est qu'il faut recréer cette mixité, il faut recréer ce contact, et que la cohésion sociale, elle passe par la connaissance de l'un et de l'autre. L'enfer, ce n'est pas les autres. On vit en société, et si on veut maintenir cette cohésion au sein des entreprises et à l'extérieur des entreprises, tout ce qui peut encourager ce contact, cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, cette bienveillance dans l'aide qu'on peut lui apporter dans l'apprentissage des codes, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup parce que on est individualiste par essence et moi, ma conviction, c'est qu'il faut mettre les gens en situation de réussir. Merci. Une dernière question. Non, vous vouliez ou pas? Non, on n'était pas prévu? Si, non, vous pouvez. C'est la toute dernière en revanche, parce qu'effectivement... Non, je vous en prie. Une question générale? Oui, faites comme vous voulez. Une question générale? Comme vous voulez. J'avais juste une question pour Madame Néo-Le-Duc. Je suis désolée, je vais lire. Donc, c'était par rapport à la gestion du temps qui est au cœur de tout établissement scolaire pour gérer les emplois du temps des professeurs, des élèves, sans qu'il y ait de superposition de cours. Donc c'est un des éléments primordiaux dans la vision de certains établissements d'excellence qui ne veulent pas perdre une seconde à disposition. Donc est-ce que vous pensez que les établissements scolaires sont les chefs de file de la gestion du temps? Voilà. Alors, la question est complexe, mais en fait, je ne pense pas qu'on ait l'objectif de remplir les semaines de nos étudiants. Voilà. L'idée, c'est de construire, parce qu'on construit des maquettes de formation, c'est-à-dire on construit nos formations en disant quels sont les cours, les TD, les options, etc. On les construit bien entendu, et c'est la stratégie, de faire en sorte que ce soit le parcours qui nous paraisse le plus à même de permettre à nos étudiants d'avoir un diplôme qui les amène vers une profession, vers un avenir professionnel. Donc c'est comme cela que sont bâtis nos cours. Après, bien entendu, de façon très pragmatique, ça se traduit en horaire, en emploi du temps et en planning. Alors je sais que parfois la gestion des plannings est compliquée, mais nous avons bien entendu des contraintes immobilières. Je ne vais pas
il faudrait que l'État nous... Voilà, on a besoin de mètres carrés, particulièrement à Paris intramuros, mais ça c'est une réponse très, très spécifique. Non, si vous voulez, la question de la construction des plannings, c'est une question aussi d'intérêt pédagogique, c'est-à-dire qu'on doit avoir une réflexion sur le volume de chaque cours, la succession des cours. Donc ça c'est un point important. Et pour être plus précise sur votre question, alors là peut-être ça m'engage en tant que présidente, mais c'est aussi une conviction personnelle, je pense qu'il est utile parfois... l'optimisation des plannings, c'est-à-dire souvent les étudiants nous demandent, moi je veux tous mes cours à la suite quasiment pour dégager des journées ou faire autre chose, parfois être obligé d'aller travailler, ça c'est une réalité aussi, et on rebondit sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai, mais je pense que cette optimisation est parfois une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'il faut aussi donner du temps et des espaces de temps entre des cours, parce qu'on ne vient pas à l'université que pour je prends mon cours, je m'en vais. On vient aussi à l'université pour passer à la bibliothèque, on vient à l'université pour rencontrer des organisations étudiantes, on vient à l'université aussi parce qu'on va avec 3-4 camarades, on va aller prendre un café ensemble, on va échanger, on va se passer les cours, on va échanger, j'ai pas compris ce qu'a dit le prof il y a 5 minutes, tu peux m'expliquer. S'il n'y a pas ces temps qui parfois sont considérés comme des temps morts, c'est vrai, je perds mon temps entre 2 cours, j'ai rien, mais c'est vrai pour partie, mais pas uniquement. Donc parfois l'optimisation est une fausse bonne idée. On a des progrès à faire, particulièrement sans doute à Paris, vu notre contrainte immobilière et nos 23 sites éparpillés un peu sur tout Paris et au-delà du périphérique. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus viser l'optimisation. C'est un temps pédagogique, un planning, et c'est un temps d'autres relations. Et je crois que le relationnel, vous avez évoqué, je rebondis, je suis trop longue, je suis bavarde, je suis désolée, mais je rebondis sur l'idée du distanciel, de l'utilisation de l'hybride, du distanciel. On est sorti de la période Covid, c'est vrai qu'il faut aussi, on doit moins se déplacer, nos chercheurs, il y a une vraie réflexion de moins se déplacer, le faire par Zoom, Teams et autres outils, souveraineté numérique, ça c'est une autre question. Mais le contact, se voir, de visu, échanger, la pause café, c'est là où sans doute les plus grands projets scientifiques sont nés. Ils ne sont pas nés dans le colloque, ils sont nés à la pause café. Et ça, et je pense que c'est valable que ce soit pour les chercheurs ou pour les entreprises. Donc il faut être très attentif à cela. Il ne faut pas dire j'optimise mon planning, je viens de 9h à 14h, je n'ai pas eu trop de coupures et je pars. Non, ce n'est pas ça l'université non plus. Et je pense que ça, c'est un point très important. On doit s'améliorer, mais il faut y faire attention. Il y a plusieurs manières d'employer son temps. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est exactement ça. Ouais. Et une formation, c'est pas simplement je viens suivre un cours, je rentre faire travailler mon TD. C'est ça, bien entendu. Mais c'est aussi tout autre chose. C'est rencontrer, c'est l'altérité. C'est l'altérité avec ses camarades. Parce qu'on apprend du professeur, mais on apprend aussi de l'échange avec le camarade qui n'a pas compris quelque chose et vous allez lui expliquer. Ou il va vous expliquer. Et tout ça, c'est un temps qui fait aussi... qui est une compétence et qui est aussi l'acquisition du travail en équipe. On ne l'a jamais trop évoqué peut-être, mais le travail en équipe, la collectivité est important. Et un étudiant ne doit pas simplement... Il y a l'individualité de la copie, de l'examen, mais on a aussi... les pédagogies changent et on a de plus en plus... On essaye de tendre vers des travaux collectifs, des travaux de recherche ou des travaux de cas pratiques qui s'étendent dans le temps et qui sont faits en équipe. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Mais... non, mais on n'épuisera pas le sujet. Ça, je suis d'accord. Pierre, juste un mot de conclusion alors. Un mot sur un secteur qui n'est ni l'entreprise ni l'État et qu'on n'a pas évoqué et que je voudrais évoquer dans ma conclusion en tant que président de la Fondation de France. C'est le monde de la philanthropie. Car il se caractérise par une gestion au temps ou une gestion du temps tout à fait spécifique et originale. La philanthropie échappe à la fois au court-termisme financier, à l'obsession électorale, et offre aux philanthropes, aux donateurs, aux fondateurs, la possibilité soit d'être innovant, ce que souvent l'État est incapable de faire, soit au contraire de poursuivre sur le long terme, parce qu'il n'a aucune obligation de durée, des actions comme une action très ciblée sur l'autisme ou les maladies psychiatriques qu'une institution comme une fondation peut mener sur une très longue période. Et pour un fondateur qui décide d'affecter une part de son patrimoine ou la totalité à une cause d'intérêt général, il y a aussi une question d'appréciation du temps qui se pose immédiatement. Faut-il privilégier
une action dans l'intensité, en épuisant rapidement le patrimoine affecté à la fondation, ou faut-il préférer une action de long terme en faisant vivre ce qu'on appelle une donation non consomptible, les produits financiers. Et cette relation au temps de la philanthropie, qui concerne à la fois la fondation et chacun des donateurs, chacun des fondateurs, est à la fois puissamment originale, extrêmement riche, et c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je vous invite à être philanthrope. Bien. Merci à vous tous. Merci de votre participation.